Ouais, Okay. Alors pourquoi j'ai fait ce choix? Bon, je pense que c'était le plus simple et le plus rapide à mettre en œuvre. Il me semble aussi le moins cher. Ouais. Et puis l'eau de pluie me semble pas mal non plus parce elle est neutre, beaucoup plus neutre que l'eau de source ou que l'eau de nappe. Après, et aussi le fait qu'elle soit à température. Ce qui serait bien, c'est d'avoir un petit forage en plus de ça, et du coup de pouvoir remplir avec le forage quand on en a besoin. Déjà, un forage, il faut réchauffer l'eau, ça c'est clair, parce que l'eau est trop. Et souvent, quand vous arrosez l'été, qui est à 30 degrés, si vous arrosez avec de l'eau à 13, Un petit choc. c'est pas super pour les plantes. C'est un peu frisqué pour les plantes, mais aussi c'est surtout pour faire complément avec le bassin. Ouais, ça aurait été bien d'avoir un petit forage. Elle est à combien de mètres la nappe? Je sais pas, il y en a qui me l'ont annoncé, mais c'était des sourciers avec des baguettes. Chacun a dit, ils n'ont pas dit la même chose tous. Mais il y a une grande différence. Ça dépend s'ils parlent du même endroit. Ouais, si. Enfin, il y en a un surtout qui habitait au village avant, un vieux monsieur là, qui m'avait dit qu'il y avait à 45 mètres que j'avais avoir 10 mètres cubes heure. 45 mètres. 800 € le mètre. Ça commence à chiffrer. Voilà. Ouais, 800 € le mètre. Alors 45 mètres, Comment ça fait 800 le mètre, ça fait très cher ça. Même dans la terre. Parce qu'un mètre, un mètre là, pour creuser un mètre là, il faut une demi-minute. Hein. C'est une machine qui va super vite. À vrai dire, ils y sont en 2 heures, ils te le trouvent. Ouais. Mais c'est 800 € le mètre. C'est la machine. Oui, mais elle a plus de rouge la machine. Florent peut peut-être parler au sujet. Et le risque qui n'est pas une science infuse, mais comme moi, j'ai fait venir un sourcier il y a 1 an et demi. Il s'est trompé. L'entreprise est venue, elle a fait un puits, 8 mètres, 3000 €. Ils n'ont jamais trouvé l'eau. Ça arrive. Voilà. Le papy, il a été entre guillemets trompé, il s'est trompé. Et pourtant, c'est un gars dont j'ai entendu parler depuis 1 an où je réfléchissais au projet que j'avais de faire un puits. Et c'est pas une science infuse, c'est pas une science exacte. Et la mémoire de l'eau, donc une terre sableuse, plutôt sableuse à Saint-Sauvy où je suis, au Vallée de la Dordogne. Et bien, il m'a dit, il a fait le tour, le tendu. Ça m'a coûté 100 €, donc comme on fait plusieurs, c'est 100 balles. Et la mémoire de l'eau, donc pour moi c'est, je ne vais pas dire ésotérique parce que c'est sûrement pas ça et je veux vexer personne, mais bon, moi qui suis assez terre à terre et cartésien, c'est des choses compliquées à comprendre, mais à force, depuis le temps que je me renseigne, je comprends qu'il y a des choses qu'on ne maîtrise absolument pas. Et donc il l'a reconnu, il me l'avait dit, il me dit oui, des fois on se trompe, ça arrive qu'on se trompe parce que la mémoire de l'eau, donc dans une terre notamment plutôt sableuse, donc moi l'entreprise est venue 3 mois après, l'entreprise Caz qui est au sud du Lot, qui a notamment bossé sur les fondations du pont de Millau, ils sont arrivés avec la pelle, en 45 minutes le trou était fait. Et... il n'y avait rien. Bon malheureusement, voilà. J'en parle, ça me... T'as perdu combien? 3 millions. Plus 100 €, 3004. Maintenant, si tu as des corps à faire disparaître, c'est pratique. Non, le trou a été bouché. Des billes de 100 mètres cubes heure. Ben voilà, non. Dessous, au-delà, c'était la roche. Donc c'était la roche, donc c'était pas possible. C'est difficile de percer la roche. Et bon, je suis persévérant, j'ai fait venir quelqu'un d'autre qui m'a dit que pour lui, il n'y avait pas du tout de flotte sur cette parcelle. Ils n'ont pas fait la même étude. C'est comme ça. Mais bon, voilà, ça fait partie. David et Emeline sont là et on se connaît assez pour valider mes propos. Donc, voilà. Mais malheureusement, tous les autres à qui j'ai demandé, ils ont trouvé l'eau. Des fois, ça arrive. C'est tombé chez moi. Échec. Donc voilà, on a de l'eau sous les pieds, ça c'est a priori sûr. C'est sûr que par contre, le trou, à une époque, il les faisait à la pelle et à la pioche. On fait assez de chantiers en commun avec David, j'ai pas osé lui demander de venir passer la semaine avec la pelle et la pioche.
La semaine, t'es mignon, hein. Ah oui, la semaine. Un forage, c'est 150. Parce que c'était le mois. Moi, et des fois, ils y revenaient plusieurs années de suite. Hein, je pense. Je sais plus le tarif, mais bon, voilà, c'était ça. Moi, j'ai bouffé 3 000 €. Voilà. Après, ce qu'il faut dire, c'est qu'autrefois, Ouais, ils se contentaient de pluie et les consommations d'eau. Enfin, ce qu'il faut mettre en parallèle aujourd'hui avec nos besoins en eau, c'est ce qu'on consommait il y a 50 ans, c'était 10 fois moindre. Quoi. Oui, tout à fait. Oui, mais enfin, il y a de l'eau, il n'y a pas d'eau. Oui, c'est pour ça que je lui ai posé la question d'une solution connue, hein, pour le fait que ça s'assèche, par exemple. Tu changes tes cultures, tu prends des cultures rustiques à l'eau. Alors, nous, on fait le paillage, comme je vous ai dit, Oui. on utilise du goutte à goutte qui est très économe, on fait le paillage, et les poireaux, on les a arrosés 3 fois l'année dernière. Donc voilà. Après, Oui. Enfin, du point de vue des espèces et des variétés, quand même, tu ne changes pas trop pour l'instant. Un poireau, ça va consommer toujours pareil. Hein. Ah oui. Il y a plein de variétés. Non, non, de poireaux, je parle des espèces Bien autres. sûr, mais des légumes qui n'aient pas besoin de beaucoup d'eau, il n'y en a pas beaucoup. Pas beaucoup. Ça existe, voilà. Les légumes sont gorgés d'eau, nous-mêmes on est gorgés d'eau. Quand tout va bien. Non, mais il y a bien des légumes dans les zones sahéliennes où j'ai bossé 10 ans. C'est-à-dire je sais pas ce qu'il en est, par exemple, je sais pas moi, de la patate douce. Non. Ou oui, elle aurait un peu plus, ou elle a un peu moins besoin d'eau, mais bon, voilà, la patate douce ici, il y en a qui en font, effectivement, mais moi je me suis jamais lancé dedans. Mais... On a essayé, nous. Et sans eau, il y en a qui ont essayé. Ouais. Par contre, j'en connais qui en font, mais avec de l'eau, et en effet, on voit la différence. Il n'y a pas photo. Est-ce que par exemple, il D'où serait ça sort, possible voilà, de créer c'est manière. tes propres graines et de les habituer un petit peu au manque d'eau au fur et à mesure? On peut, il y en a qui l'ont fait, il y a un monsieur qui Il y en l'a a fait qui ont dans le essayé. Sud-Est, effectivement, mais je pense qu'on manque de recul là-dessus, et après... vous n'allez pas avoir les calibres que vous avez quand les plantes sont irriguées, ça c'est clair. Et puis c'est surtout fait en vidéo et tu vois pas quand il arrose. Hein. Franchement, il y en a quelques-unes. Il y en a plein des vidéos comme ça, il n'arrose jamais son jardin. Tralala. Oui, c'est ça. J'en ai vu plein. Ouais. Il y a beaucoup de d'intoxication là-dessus parce que Ouais. le maraîcher dont tu parlais, on connaît bien quoi. On est allé le voir. On se demandait mais pourquoi il y a du goutte à goutte si t'arroses pas, je comprends pas. Alors il dit non, on s'en sert pas, etc. Et puis après sa femme il dit bah lui il arrose pas mais moi j'arrose. Moi, j'y vais la nuit. Sinon après ça va être difficile. Donc c'est vrai, il arrose pas alors. C'est c'est vrai, pas il lui. arrose pas, c'est sa femme. Non, c'est elle. Non, après il y a les journalistes qui aussi, si tu veux, ont essayé de comment dirais-je, de détourner. J'ai un voisin qui a fait un gros bassin sur le lit de la rivière, et du coup, son bassin il est vide. Il est vide les 3 quarts du temps. Parce que c'est que quand ça déborde. Alors quand il pleut et que ça déborde, il y a le bassin qui dégueule pendant une semaine. Puis après, il n'a plus rien pendant des mois. Parce qu'il n'a pas de surface de collectage. J'aurais une petite question, puisque ton lieu il s'appelle La Rivière. T'as quelque chose qui coule pas loin? Oui, effectivement. Mais pas loin, sur tes terres quoi, que tu pourrais conduire? Non, la Sagne passe dans le Oui. creux, vous avez vu, dans la vallée. D'accord. Elle est souterraine. En fait, la Sagne elle prend sa source sur le coteau à Saint-Cernin, à 400 mètres d'altitude. Et de suite, elle s'enterre et elle résurge à Sabadell. D'accord. Et de Sabadell, elle est en surface de Sabadell jusqu'à Caroré où elle se jette dans le Célé. Donc toi, tu l'as au fond à qu'un mètre? Je ne sais pas où elle est. Il est possible qu'il y a très longtemps, elle était en surface aussi. Et le gars dont tu parles, qui est au bord de la rivière, il a pas essayé le bélier hydraulique? Parce que tu parlais des petites quantités tout le temps. Ouais. C'est ce que fait le bélier, quoi. Il monte tout le temps des petites quantités. Je sais pas. Je sais que dans le lit, il y a des puits. Il y a un puits. D'accord. Le petit jardin que vous avez vu en contrebas, là, qui est labouré. La personne, elle arrose elle arrose l'été. Mais bon, c'est un tout petit jardin, donc c'est bien sûr. Relativement faible. Oui, tu connais pas le débit du puits, pas besoin. Et je crois, il m'a dit que ce puits, quand il faisait un arrosage, il se remplissait dans les 24 heures. Quoi. Donc voilà, je pense qu'il n'est pas vraiment sur le ruisseau. C'est peut-être sur une
une ramification, une petite ramification du ruisseau, ouais, c'est possible. Et tant que t'as pas vu de bélier hydraulique dans le coin, quoi. Parce que c'est très simple, hein. Tu couches dans le lit de la rivière, à condition qu'il y ait un certain dénivelé, un tuyau. Alors, donc t'as une force dans le tuyau qui vient me buter sur un tuyau qui part verticalement. Et butant, il monte comme un petit geyser. Et au lieu de redescendre, il est retenu. Et donc il pulse vers le haut, il refoule. Dès l'instant que tu l'as amorcé, tu as ce mouvement de monter-descendre, qui refoule, et qui peut monter. Par contre, je ne sais pas jusqu'à combien de mètres, je dirais pas plus que 7 mètres, ces histoires de pression atmosphérique là. Et donc voilà, et ça te le fait toute l'année, tout le temps. Donc c'est très peu, le rendement il est très très faible. Mettons que ça te remonte 10% de ce qui se passe dans le tuyau, mais on s'en fout, puisque c'est gratuit, il n'y a pas de moteur, et c'est rendu au ruisseau. Donc peu importe le rendement, peu efficace, peut-être, mais il ne demande rien. Il ne laisse pas les gens qui sont en aval. Donc voilà, moi je trouve que c'est vraiment important ça, le bélier hydraulique. Quand tu as un petit cours d'eau et que tu as un dénivelé, je crois qu'il faut autour d'au moins 1 mètre, quoi, entre le début... entre l'entrée et la butée, quoi. Le miscanthus. C'est une graminée qui monte à 4 mètres de haut et qui pousse sur des sols quasiment incultes. Donc ils le coupent, ils le réduisent un peu et le broient, et ils le vendent surtout pour les élevages de poussins. Pour quand des poussins naissent, comme ça, c'est mieux que la paille pour eux. Et du coup, ils le vendent aussi pour les maraîchers. Le gars qui m'a livré, il m'a dit, ils arrivent quand vos poussins? Je lui ai dit, les poussins, ils n'arrivent pas, c'est pour les poireaux. Alors, nous, on en a fait 3 ans. Avant, on l'a essayé sur plein de cultures. Il y a des cultures où ça ne va pas. On l'a essayé sur les patates, on l'a essayé sur des trucs, des tas de trucs. Et en fait, la seule vraiment culture pour laquelle moi j'ai envie d'utiliser, c'est les aliacées, les poireaux et les oignons, c'est tout. Parce que les poireaux et oignons, c'est très compliqué d'utiliser une bâche percée comme ça. Ça, c'est pour les oignons. Ouais. Voilà. Quand tu plantes du poireau, tu planteras un poireau là, là, là et là. Quand tu arraches le poireau, il porte une motte de terre comme ça, il t'explose le trou. Donc on en a bousillé comme ça 1, 2, et on a dit on en fait plus. L'oignon est plus en surface, il a moins de racines. Donc voilà. Et du coup en plus le poireau, il faut quand même le planter assez plus serré que ça. Et les aliacées sont des plantes qui attirent beaucoup l'herbe. Beaucoup d'herbe, beaucoup d'herbe. Même quand on part sur des labours ou sur des choses où il n'y a pas d'annuel. Et du coup, avec ce système-là, nous on a trouvé, ils sont tous récoltés pratiquement, c'est que les petits qui n'ont pas poussé. Mais on met, dès la plantation, et alors, on en met 5 cm. Et alors le gros avantage, c'est que ça, il y a une décomposition qui se fait sur 8 mois à peu près. Donc assez rapide, sur 1 an. Au bout d'1 an, ça devient du... Donc du coup, on fait à la fois, donc on économise l'eau, on apporte de l'humus pour le futur, et voilà, et on protège le sol, hein, donc, et on agit contre l'herbe. Donc il y a l'herbe, l'évaporation et l'humus pour le futur. Donc c'est quand même un bon produit, quoi. Après, bon, voilà. Et pour les allées, on n'en met pas dans l'allée, on met une bâche qui est utilisée de nombreuses fois, juste pour pas avoir cette saloperie qu'on appelle le chien dent qui se répand partout. Ouais, après le chien dent, nous on en a pas trop. Oui, il n'y en a pas beaucoup là. Ah, moi j'en ai plein. Oui, mais... C'est moins argileux, toi, peut-être. Non, mais c'est pas ça. Mais le problème des jardins où vous avez la potentille, le chien dent, voilà, c'est parce que vous n'avez pas les outils adaptés. Le pire des outils que la terre ait jamais porté, c'est les motoculteurs comme ça. Ah bah non, moi c'est la grelinette. Des boutures de mauvaises herbes. Nous, on alterne le labour léger avec les outils à dents. Ouais. Tu retournes léger, vous retournez la couche superficielle qui est pleine de graines. Une rasette, quoi. Pour faire un semis direct de radis, de carottes, etc.
Et les outils à dents, quand c'est très sale, comme là on va faire un engrais vert par exemple, pour les choux et les poireaux dans l'année prochaine, on va d'abord passer les outils à dents, ensuite on va Ouais, les outils à vibro là. Hein. Et ensuite cet engrais vert, on va le gyrobroyer et le replier avec un labour léger, un labour d'été. Voilà. C'est comme ça qu'on tient les terres à peu près propres. D'accord. En maraîchage, c'est très compliqué. Hein. En grande culture, ça l'est moins. Parce que les grandes cultures, elles sont très concurrentielles de la mauvaise herbe, c'est-à-dire les céréales. Mais en maraîchage, il faut que les sols soient propres. Et c'est compliqué, vraiment compliqué pour tenir... Est-ce que à propos de graminées, est-ce que le miscanthus, il est produit en France? Est-ce qu'il est résistant à la sécheresse? Oui, comme le chanvre ou d'autres? Oui, c'est une culture très économique et qui pousse sur des sols assez incultes. Et voilà, donc ça peut être une première culture quand tu as défriché. Quand ils la mettent en place, pour 20 ans apparemment. Hein. Ah, c'est un truc vivace, et c'est pas une culture qu'on peut faire. D'accord. Justement, c'est une source de matière qui peut être utilisée ailleurs. C'est vraiment une grosse récolte parce que ça peut monter jusqu'à 4 mètres de haut. Bah, c'est de l'herbe à éléphant, quoi. En gros. On a gaspillé beaucoup la première année parce qu'on a fait des essais, comme j'ai dit, sur plein de cultures où c'était pas du tout probant. On ne le refera plus. Et si sur des patates, on pensait faire des patates sous miscanthus, ça n'a pas marché. Donc moi je le réserverai uniquement à l'aliacée désormais. Et en fait, quand on le stocke même dehors avec une bâche pour le protéger de la pluie, dans 10 ans vous l'avez encore. Hein. Ça bouge pas, c'est sec, super sec. J'en ai encore dans l'autre parcelle. Là c'est un tout petit verger, hein, donc avec des cerisiers, des poiriers, des pommiers. Dans le fruit, ce qu'il faut faire super attention, c'est la pollinisation croisée. Donc il y a des variétés qui sont auto-fertiles, mais qui ne sont pas du tout auto-fertiles et qui même n'acceptent que le pollen d'une autre variété. Par exemple, vous avez les 4 premiers cerisiers que vous avez là. Vous avez 2 variétés de l'un, 2 variétés de l'autre en alternance. C'est pour ça que vous avez des étiquettes qui pendent. Et en fait, il y en a un qui accepte le pollen de l'autre et inversement. Voilà. Si on veut avoir des fruits, c'est une première condition. Et voilà. Et, donc ici, l'objectif, c'est à terme d'essayer de faire une structure simple mais très différente des serres qui puisse juste servir au moment de la floraison. Avec un système d'enroulement qu'on puisse couvrir juste pendant 15 jours le temps de la floraison et aussi pendant cette période de floraison d'introduire des ruchettes avec des bourdons parce que le bourdon travaille tout le temps. Contrairement à l'abeille, le bourdon travaille à partir de 12 degrés, les bourdons sortent. Alors l'abeille, il faut 17 ou 18 degrés pour qu'elle commence à avoir envie de sortir. Donc les bourdons sont très utilisés pour la pollinisation des plantes, des légumes comme des arbres. Et pourquoi tu veux couvrir en fait? Au moment de la floraison, parce qu'ici on a un fort risque de gel. Il y en a partout des risques de gel, mais ici c'est accru parce qu'on est dans un fond de vallée. Ah oui. Et ensuite aussi à cause de la pluie parfois au printemps, quand elle tombe pendant plusieurs jours floraison, ça peut vous annuler complètement la production. Donc ce serait juste un système pour le temps de la floraison, quoi. Donc c'est un système qui est à créer, qui est à inventer avec un toit relativement plat. Et ensuite, du coup là, vous n'êtes pas plus du tout dans le gaspillage de plastique parce que c'est un plastique qui peut durer 30 ou 40 ans. Dans la mesure où l'été, il est systématiquement enroulé sur lui-même, il ne craint pas les ultraviolets, donc il ne va pas se détruire, il ne va pas s'auto-détruire. Et il va servir très peu de temps, juste pendant la période, parce que l'hiver c'est pareil, il faut que ce soit entièrement découvert. L'hiver, l'arbre a besoin d'eau et d'air. Voilà, c'est juste le temps de la floraison, hop, petite protection, et après il reste juste un filet pour empêcher aussi les frelons et les guêpes de tout dévorer, et puis voilà. Ici, il y a de la terre qui est très profonde. Moi, je ne les arrose jamais.
les arbres. Je les arrose pas parce qu'il n'y en a pas besoin. La terre est quand même très très profonde. Et même l'année dernière, je ne les ai pas arrosés. J'ai arrosé que les jeunes que j'ai plantés. Les jeunes qui avaient, mais tous les autres, non. Bon, il y en a qui ont tombé les feuilles, mais ça va. Donc les ânes pour le compost, la broussaille et la protection des cultures. Hein? C'est pas l'heure, hein, mais bon. Ah, merci Jean-Luc. Alors tu as que des femelles, je suppose? T'as des ongles? Elle n'est pas opérée. Les mâles, ils sont castrés. Ouais. Et ces ânes un petit peu blancs, ils sont du sud? Ils sont grands? Oui, c'est ça, à Portugal. Ah, ils sont magnifiques. Lui, c'est Marius. J'espère que la naisse, c'est Jeannette. Donc, le premier devant, c'est un mâle castré. Et la petite là. Capucine, là, c'est elle. La grosse grise. Oui. Et Eux, c'est des mâles, les deux. ah, d'accord. Ils ont un peu plus de 20 ans déjà. Ah, tous? Ouais, Oh là. Alors, un âne, ça peut vivre 35 ans, hein? 40. 40, waouh. 35, ils sont maltraités. Ils portent, mais eux, ils font rien. Oui, oui. Ils gueulent, ils bouffent, et puis ils protègent, ils font pas, c'est pas des ânes de somme. Pourtant, il me semble qu'ils sont de la même taille, le mâle et Capucine, non? Pour faire une belle paire attelée. Ouais. Mais en fait, au départ, je voulais faire de l'attraction animale. Oui. Mais je suis allé faire un stage à l'Ariège. Oui. Quand je suis rentré, j'étais allé chez, comment il s'appelait Franck. Non. Ah. Je sais pas, enfin, je me rappelle plus de son nom. Oui. Mais je suis rentré, j'étais un peu dépité parce que, en fait, j'ai fait de l'attraction un peu chez eux là-bas avec deux ânes qui étaient plus. Du couseran, des mules, des ânes du couseran. Ouais, et quand ils ont fait un quart d'heure, ils sont tout trempés de sueur. Tu sais, Jean-Luc. Donc c'est très dur pour les ânes, le travail du sol. Jean-Luc, j'ai travaillé en traction animale 10 ans, dont une ferme-école en Seine-et-Marne de 4 hectares, où j'avais 2 vaches, une comtoise et 2 ânesses. Toute la journée travaillée. Alors la terre était souple peut-être? Non, c'est-à-dire ça dépend du dressage et de la régularité. Si ils les font travailler juste au moment où il y a le stage, elles sont pas entraînées. Hein. Ça dépend de beaucoup de facteurs. Pas entraîné. Après une charrue ça va, mais le canadien c'est dur. Les dents. Oui, alors ça dépend de la dimension. Hein. Mais normalement là-bas dans Ariège, je sais pas si c'était du côté du musée d'Alzin ou du côté de Promata. Ou du côté de la Bastide de Sérou, Promata. Bah, tu as 2 écoles. Tu aurais plutôt dû aller à la Bastide de Sérou ou l'école des mulets. Ah ouais, tu tapes école des mulets sur n'importe quoi, d'autres que Google. Ils seraient capables de travailler. Même, les ânes, ils aiment travailler. Ils aiment exactement. qu'on les manipule. Exactement. D'ailleurs, ils ne deviennent pas câlins du tout quand on va pas les voir tous les jours. Oui. Et tout, Franchement, moi j'étais toute seule la semaine avec ma jument et mes 2 ânesses. C'était mes collègues. Hein. Papa, regarde, il a mis ton bâton, papa. on va voir les dents. Il a pris ton bâton. Regarde comme elles sont sales. Des caries partout. Papa, il bouge ton bâton. Papa, il bouge. Ils mangent pas de bonbons. Ils sont magnifiques, ils sont de haute taille. Hein. C'est quoi comme race? Tu l'as peut-être déjà dit. C'est des Portugais. Portugais. Lui, c'est un provençal. Là, c'est un provençal. Tu te rappelles le nom de cette commission? CDOA, qui examine la situation. Si votre projet est porteur, si c'est ça. Et il faut qu'à la sanction tombe, si cette commission a dit non, ben, il faut étudier les raisons pour lesquelles y remédier, mais souvent on sait c'est quoi, c'est les commissions ouais, c'est une commission d'Israël composée d'agriculteurs, pas que d'agriculteurs. Même pour un bâtiment agricole, pour l'extension d'une agriculture d'un
certains journalistes, c'est le CDOA qui se prononce aussi. Moi, c'est ce qu'on m'a dit dernièrement. Il fallait que le CDOA soit d'accord. Celui-là, c'est mon morceau à moi qu'on vient de... Voilà. Des fruits secs et des oléagineux. Des fruits secs, ouais. Et des oléagineux trempés, Oui. mélangés, avec passé au mixeur. Et, je rajoute de la poudre d'amande, de la poudre de coco, du chocolat. Ouh, c'est riche. Ouh. Ah mais c'est riche, mais on n'en mange pas beaucoup. Hein. C'est très Ça fait presque repas dans le fond. Il y a les éléments d'un repas dedans. des petites papes.